Salut YouTube. Eh bien aujourd'hui on va s'occuper de mettre un kit NOS sur la Honda de mon ami Romain, donc RMZ pour sa chaîne. Donc ça va changer un petit peu, on va travailler sur une Civic. Alors les vidéos vont s'articuler sur 3 phases. La première, les outils à connaître pour bien comprendre comment son moteur fonctionne avec le NOS. La deuxième sera donc l'installation des choses importante pour le kit NOS. On va pas vous expliquer comment par exemple mettre 2 équerres sur les solénoïdes de NOS, ou encore comment percer 2 trous pour mettre la bouteille de NOS. On suppose que vous savez le faire. Et la troisième seront les choses importantes pour régler son kit NOS correctement. Donc aujourd'hui on va s'occuper de mettre un mano AFR pour reconnaître la richesse moteur, hein. Que ce soit en atmosphérique ou avec le NOS. Mais avant tout, donc je vais demander à mon ami Romain qui vous explique un petit peu ce que c'est comme moteur. Alors Romain, coucou. Ouais, salut. Là, du coup, c'est un petit D14Z1, donc c'est le plus petit moteur sur les EJ9. Il sort de base 75 chevaux, mais c'est le même bloc que le D14Z2 qui fait 90 chevaux. Il y a juste un joint au papillon ici à changer. Et en gros, on a 90 chevaux. Et au banc, elle a sorti 110 chevaux et sur un deuxième 109, ce qui est plutôt pas mal. Et en gros, le moteur il est stock. Il y a juste une ligne en 50 mm, un décata et une admission. Voilà, donc on a un moteur qui est quand même bien libéré. Et donc l'objectif c'est de l'engager en straight run avec moi l'année prochaine avec l'ATD. Donc il sera là avec nous. Donc cet hiver, enfin pendant l'automne et cet hiver, on va s'occuper de la préparer pour cette catégorie. On va s'occuper de mettre le mano AFR, fuel ratio de chez EM, donc c'est une valeur sûre. Il est assez simple de branchement. Donc l'avantage qu'on a, c'est que sur ces collecteurs là, comme le même que j'ai sur ma Civic EC9, on a 2 plugs. On en a un pour la sonde lambda d'origine, et plus tard, plus loin dans la ligne, pardon, on a donc un plug qui est inutilisé, puisque certaines versions américaines de certains moteurs D16 utilisent une deuxième sonde lambda, je crois. Et ou alors c'est l'emplacement qui est différent, mais nous on va se repiquer là-dessus. Donc là on a soulevé la voiture, et je vais vous montrer déjà où se trouve cet emplacement. Donc vous voyez, là-bas on a il y a le décata, il y a la sonde lambda avec un coude à 90 pour pas qu'elle tape sur le berceau, et ici on a donc un plug qui est non utilisé, et c'est comme ça que j'avais fait sur la mienne pour mettre ma sonde lambda large bande. Donc allez, on va desserrer ça et puis on va l'introduire. Donc on va déjà se faciliter le travail en mettant les éléments comme la sonde lambda, et puis faire passer tout le câblage, et après plus tard on verra pour l'emplacement du manomètre. C'est bon. Alors en fait un petit tips, donc là on est 2, donc ça va, vous voyez en fait le problème c'est quand vous allez serrer votre sonde lambda, et je tourne sur la mienne sur ma Civic. Le problème c'est que le fil va se barrer à droite à gauche, qui est ici en fait. Tu vois copain? Ouais. Ouais. En fait vous avez le fil de la sonde lambda qui est ici, et le problème c'est que ça peut vous causer problème quand vous allez tourner, parce qu'il peut s'en mêler et tout. Alors si vous avez la chance de voir un pote dans le coin, vous lui demandez qu'il tienne le câble. Sinon vous scotchez avec par exemple un bout de fil de cuivre ou je sais pas quoi, je sais pas, sur votre admission ou quoi que ce soit, et c'est quand même plus simple. C'est une petite astuce à la con, mais au moins en dessous vous pouvez vous concentrer à bien tourner, et là vous n'avez pas le fil qui s'en mêle à droite à gauche en fait, simplement. Donc là Romain en ce moment est en train de serrer la sonde lambda, et puis là voilà, vous voyez, on est tranquille. Voilà, donc la première des choses à faire c'était ça. Maintenant ce câble là on va aller le mettre dans la voiture. Enfin le branchement de ce câble là on va le mettre dans la voiture, et puis après je vous montre comment on branche tout ça. Voilà. Donc voilà, ça donne ça. Alors pareil sur la mienne, ça passe à genre 5 mm près, mais j'ai jamais eu de souci, sachant que cette partie là n'est pas censée bouger. S'il bouge, c'est qu'il y a un problème, le cardan. Et correction de ma part, en fait, ça c'est la sonde lambda après kata. Donc elle informe juste ça. Ouais, c'est pour les phases 2, et là sonde lambda calculateur, enfin qui informe la richesse moteur au calculo
en priorité, c'est bien celle qu'il y a sur le collecteur ici. Donc voilà, là en fait on a fait venir le câble qui se branche de la sonde lambda jusqu'au manomètre, d'accord, qui se compose en deux parties. Maintenant on va prendre le manomètre, on va brancher l'autre petite prise sur le manomètre, et ça c'est l'alimentation en fait. Et l'avantage sur les AEM, c'est que donc si vous avez plein de possibilités, vous pouvez les brancher sur des gestions programmables et tout machin, faire du data loading et tout. Donc nous, on est sur encore une fois un montage très simple, hein. Mais l'avantage, c'est que vous avez un plus, un moins, un interrupteur. Je vous conseille vivement de le mettre parce que quand vous allez allumer votre manomètre, en fait, la sonde lambda va chauffer. Il y a une résistance dedans. Et le souci, c'est quand le moteur n'est pas démarré, elle va chauffer quand même pas mal. Et ça aide pas en fait qu'elle se chauffe de soi-même. Et c'est comme ça que vous flinguez votre sonde lambda largement. Donc quand on voit le prix que ça coûte, si vous mettez un interrupteur, que vous démarrez votre moteur en premier temps, et après vous actionnez donc la chauffe de votre sonde lambda avec un petit interrupteur, bah, ça permet de préserver un petit peu cette sonde et sa durée de vie. Donc voilà. Donc sur le branchement de la sonde du petit manomètre, en fait vous avez le noir qui est une masse, et le plus où il vous conseille de mettre aussi un petit fusible. Donc là on a mis un 7.5 parce qu'on n'avait que ça, mais par la suite on mettra un 5 ampères et avec donc un petit interrupteur en plus. Voilà. Cette petite lumière. Ouais, voilà. Donc voilà, on a mis un bouton marche. On a mis un bouton marche arrêt. Donc ça permet d'allumer quand on veut, mais surtout après l'allumage, ça c'est vraiment cool. Alors Romain avait fait ce qu'on appelle un wire tuck, c'est pour ça que la moteur est assez clean, c'est parce que tous les câbles sont passés. Que ce soit la boîte à gants, n'importe quoi, la boîte à fusible, tout ça ont été planqués derrière la boîte à gants. Et non là, donc là il y a le moins ici, et puis dans la boîte à gants, j'arriverai pas à y aller. Il y a deux câbles d'alimentation en plus, et on s'est repiqué là-dessus. Donc c'est tout simple, il restera juste à mettre un petit fusible qu'on n'a pas là. Et puis voilà. Donc l'avantage c'est pouvoir vraiment surveiller comment fonctionne le moteur, enfin comment il réagit déjà au niveau de la richesse moteur, au niveau du NOS, et même en atmosphérique de toute façon. Et ce qui est super important, comme je vous ai déjà dit dans des vidéos aussi, c'est comment la combustion se passe. Et donc le moyen qu'on a pour connaître ça, c'est aussi la température des gaz d'échappement, parce que c'est ce qui détermine si on a, sur le cas d'un kit NOS, si on n'a pas assez de retard à l'allumage et compagnie, en fait les gaz vont s'enflammer plus vite avec le taux d'oxygène exponentiel du nitrous, et du coup on peut très bien avoir un ratio air essence très bon, mais que nos gaz d'échappement, enfin la combustion soit tellement très chaude qu'elle crée du cliquetis en fait. Parce que quand le nitrous il va arriver dans les cylindres, le problème c'est qu'il va avoir tendance à vouloir l'atome d'oxygène va se décomposer de deux atomes d'oxygène, d'azote, et le souci c'est que quand l'oxygène va rencontrer les gaz chauds dans la chambre de combustion, en fait il va vouloir s'enflammer plus rapidement, ce qu'on appelle de la combustion spontanée, enfin en tout cas non contrôlée. Et donc pour savoir si nos gaz d'échappement, enfin si la combustion se fait bien, moi je conseille vraiment de connaître la température des gaz d'échappement. Et normalement il ne faut pas dépasser sur un moteur Atmo avec des pistons d'origine. Moi j'essaie toujours d'être en dessous de 800-850 degrés, ce qui est déjà pas mal en fait. Donc voilà, et ça on y reviendra dans une autre vidéo.